Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, opération anticorruption d'ampleur au Nigeria. Plusieurs juges ont été arrêtés, 800 000 $ saisis. L'association des membres du barreau a dénoncé cette procédure. Visite du président sud-africain Jacob Zuma au Kenya. Cela n'était plus arrivé depuis la fin de l'apartheid. Au programme des échanges sécurité, immigration et échanges commerciaux. Et remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale ce lundi. Un prix qui vise notamment à encourager la recherche et le développement de centres d'excellence en sciences de la vie. 800 000 $ saisis et plusieurs juges arrêtés. C'est le bilan d'une opération anticorruption menée au Nigeria par les services secrets. La procédure visait précisément des hauts magistrats. Certaines associations et le barreau ont immédiatement dénoncé cette action de l'Agence nationale des renseignements. Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, des juges ont été arrêtés samedi 8 octobre dans le cadre d'une enquête de lutte anticorruption. Selon les autorités fédérales, 800 000 $ ont été saisis lors de l'opération au domicile des personnalités concernées. En plus de la somme d'argent, d'autres biens ont été trouvés si l'on en croit les enquêteurs. Les fouilles ont permis de découvrir une fortune en liquide en devises multiples, locales et internationales, ainsi que des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de naira et des documents compromettants pour ces juges. Le barreau et les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé la procédure utilisée par les autorités pour arrêter les magistrats. Le Socio-Economic Right and Accountability Project a sorti un communiqué pour dénoncer ce qu'il considère comme étant un acte inconstitutionnel. Nous sommes sérieusement préoccupés par la vague d'arrestations, d'intimidation et de harcèlement des juges à travers tout le pays par la DSS. Si nous soutenons les efforts du gouvernement pour éradiquer la corruption judiciaire, nous ne pouvons pas accepter des stratégies anticorruption et des méthodes qui sapent clairement l'état de droit, l'autorité, l'intégrité et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dès son accession au pouvoir en 2015, le président Muhammadu Buhari a lancé une vaste campagne anticorruption. Plusieurs personnalités de l'ancien régime ont été arrêtées dans le cadre des enquêtes. Récemment, des compagnies pétrolières opérant sur le sol nigérian ont été condamnées par la justice pour détournement de devises à l'exportation. C'est une visite historique. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, un président sud-africain se rend en visite au Kenya. Le chef de l'État, Jacob Zuma, est attendu ce lundi. Avec son homologue Uhuru Kenyatta, il devrait être question principalement de sécurité et d'échanges commerciaux. Corinne Kandem. 22 ans après la fin de l'apartheid, un président sud-africain en visite officielle au Kenya. C'est inédit. Jacob Zuma est attendu à Nairobi par son homologue Uhuru Kenyatta dès ce lundi 10 octobre pour une visite de 3 jours. Les discussions entre les deux leaders se concentreront principalement sur le commerce, l'immigration et la sécurité. La visite d'État du président Jacob Zuma au Kenya est, de mon point de vue, triplement historique, donc du point de vue géopolitique, du point de vue économique et du point de vue sécuritaire. Les États reprofilent leur diplomatie à l'aune des intérêts stratégiques des deux États. L'Afrique du Sud est une puissance continentale, tout le monde le sait, mais elle a besoin aussi d'une autre puissance qui est une puissance régionale, à savoir la République du Kenya. Le Kenya est le pays chantre de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, dans le cadre de la conférence internationale, qui abrite le principal aéroport, le principal port de la région et le principal chemin de fer. Ce qui veut dire que si l'Afrique du Sud aujourd'hui côtoie le Kenya, cela permet aux deux pays d'être gagnants. L'équation du visa, si cela est réglé, peut rentrer dans le cadre du schéma de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui voudrait qu'en 2063, l'Afrique puisse bénéficier, se doter donc d'un passeport continental. Ce qui serait un point important, parce que si les visas sont mis de côté, cela pourrait donc quintupler à coup sûr les relations commerciales entre les deux pays. La candidature de la ministre des Affaires étrangères kenyane, Amina Mohamed, au poste du président de la Commission de l'Union africaine sera également évoquée. En effet, l'appui de l'Afrique du Sud pourrait peser dans la balance en faveur du Kenya durant cette élection. Le Kenya pourrait tirer profit peut-être probablement du soutien diplomatique de l'Afrique du Sud dans le cadre de sa candidature, sa ministre des Affaires étrangères au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et d'autre part, l'Afrique du Sud pourrait aussi compter probablement sur l'appui du Kenya et la compréhension kenyane afin d'établir des relations diplomatiques bilatérales qui pourraient être fondées sur, n'est-ce pas, une relation de visite sans visa.
Si jusqu'ici les relations entre les deux pays étaient plutôt froides en raison de désaccords concernant plusieurs dossiers, cette visite de Jacob Zuma au Kenya marque sans aucun doute un tournant décisif dans leurs relations futures. C'est ce lundi 10 octobre qu'a lieu la cérémonie du prix international UNESCO Guinée équatoriale. Ce prix vise notamment à encourager la recherche et le développement de centres d'excellence en sciences de la vie. Depuis 2012, plusieurs projets et travaux ont été financés. Deogracias Espodo. Créé par le Conseil exécutif de l'UNESCO, le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie est destiné à récompenser les projets et activités scientifiques contribuant à améliorer la qualité de la vie humaine. Il s'agit d'une initiative de la République de Guinée équatoriale qui vise à encourager la recherche, la mise en place et le développement de réseaux de centres d'excellence en sciences de la vie. Le prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche scientifique a été créé selon les principes fondamentaux de l'UNESCO. L'ambition est de développer les centres de recherche en sciences de la vie pour réduire les pertes en vies humaines provoquées par les grandes maladies auxquelles nous sommes confrontés. Ces dernières menacent la santé de l'ensemble de l'humanité et celle des Africains en particulier. À travers le prix UNESCO Guinée équatoriale, Malabo veut soutenir les recherches scientifiques dans le monde par le financement des projets des chercheurs pour la plupart dotés d'un potentiel énorme mais limités dans leur travail, dans leur engagement, faute de ressources financières nécessaires. La science et la technologie au service du développement constituent un véritable patrimoine pour l'humanité dont doivent pouvoir jouir tous les peuples du monde dans les mêmes conditions, sans aucune discrimination pour quelque raison que ce soit. C'est d'ailleurs là le rôle que joue l'UNESCO. L'objectif du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie a été créé précisément au nom de ce principe fondamental qui régit l'UNESCO afin de promouvoir la recherche et un développement approfondi des centres spécialisés en matière de sciences de la vie en vue de réduire les pertes humaines provoquées par les grandes maladies qui continuent, contribuant ainsi à résoudre les problèmes qui portent atteinte à la seule santé et qui causent un véritable fléau à l'humanité tout entière et au continent africain en particulier. La Guinée équatoriale se félicite aujourd'hui au regard du bilan depuis la création de ce prix en mars 2012. Malgré les controverses, le prix doté d'une enveloppe de $300 000 continue de récompenser la recherche en sciences de la vie à travers le monde. Et sachez qu'Africa 24 vous propose de vivre la cérémonie de remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale ce lundi en direct du siège de l'UNESCO à Paris, en France, à partir de 16h30 GMT. Mieux informer les futurs étudiants sur les formations disponibles. C'était l'objectif des journées d'orientation des bacheliers organisées par la Côte d'Ivoire. Elles ont eu lieu du 7 au 8 octobre et malgré la diversité des filières présentées, ils sont encore nombreux à vouloir intégrer la fonction publique. Reportage de notre correspondant Olivier Conan, commenté par Oumou Kalesumba. Une bonne orientation pour éviter un parcours universitaire difficile afin de mieux s'insérer dans la vie professionnelle. C'est l'objectif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en organisant les journées d'orientation des nouveaux bacheliers. Logistique, transit, production agricole et entrepreneuriat, les journées ont été l'occasion de montrer la variété des choix et filières disponibles pour l'orientation des nouveaux bacheliers. Les étudiants ont découvert de nombreux métiers intéressants, mais beaucoup de futurs étudiants continuent de privilégier une carrière de fonctionnaire. J'ai été satisfait puisque j'ai été situé dans quelle filière je dois m'orienter. Et moi, présentement, je compte faire RH-Com. Bon, je préfère être fonctionnaire. Ils nous ont présenté plusieurs écoles et aussi plusieurs filières. Ils ont carrément expliqué ce que ces filières-là faisaient. Et donc, nous savons plus maintenant dans quelle école nous allons nous orienter, aussi comment on le fait, aussi sur le NES. Les professionnels de l'éducation ont proposé aux nouveaux bacheliers les conditions d'études et les débouchés pour les filières disponibles. Une bonne orientation est utile pour éviter que les étudiants soient amenés à reprendre les études dans d'autres filières quand ils n'arrivent pas à trouver un emploi ou intégrer la fonction publique après leur formation initiale. Il y a eu beaucoup d'exposants et de différentes sortes. Il y a même l'agriculture. J'étais étonnée de voir des étudiants s'intéresser vraiment à l'agriculture, à l'élevage et tout. Mais vraiment, c'est vraiment formidable que nos petits frères s'intéressent à d'autres trucs que être fonctionnaire et tout. Les bacheliers d'aujourd'hui ne sont pas comme les bacheliers d'avant. Excusez-moi. Parce que ces bacheliers sont vraiment à l'aide NTIC. Ils s'informent avant de venir. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc quand ils viennent nous poser des questions, quels sont les débouchés par rapport à telle filière, il y a une satisfaction totale à notre niveau. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là pour aider toujours la jeunesse ivoirienne à pouvoir s'orienter.
Les nouveaux bacheliers ivoiriens connaissent désormais les opportunités d'études qui s'offrent à eux pour s'orienter dans les filières à même de refléter leurs aspirations et leurs compétences. Ils sont conscients que leurs choix de carrière détermineront leurs possibilités d'emploi à la fin de leur formation. Du sport à présent. Le Congo affrontait ce dimanche l'Égypte pour le compte des éliminatoires du Mondial de football 2018. Un match qui s'est déroulé au stade de l'Unité de Kintélé. Et les Diables Rouges se sont inclinés à domicile face aux Pharaons. Score final 2-1. Le résumé de la rencontre avec notre correspondant Eva Pansou. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 n'a pas souri au Congo. Les Diables Rouges ont été battus 2-1 par les Pharaons ce dimanche 9 octobre à Brazzaville. Malgré l'engouement du public qui s'est déporté à Kintélé, Thierry Bifuma et ses coéquipiers ont laissé échapper des points à domicile. L'entraîneur du Congo sait que son équipe n'a pas démérité. C'est difficile de trouver ce qui n'a pas marché parce que malgré tout, quoi que vous en pensiez, j'estime que l'équipe du Congo a fait un match de très grande qualité. Certes, on dit la très grande qualité, on attend une victoire ou on attend un match nul. Malheureusement, nos occasions ne sont pas rentrées. Il y a eu pas mal d'opportunités. Dès l'entame du match, les locaux ont montré les couleurs. À la 23e minute, Doré ouvre le score et soulage le peuple congolais. Peu après, le relâchement des Diables Rouges a été profitable à l'équipe visiteuse. C'est ainsi qu'à la 41e minute, Mohamed Salah a égalisé de la tête et a permis à son équipe d'entrer dans les vestiaires sans inquiétude. Au retour, les locaux gardent la même stratégie. Les visiteurs se sont repliés afin de procéder par des contre-attaques. Malgré une défense congolaise à 3 dans l'axe, les Pharaons ont réussi à prendre l'avantage sur ce contre bien mené par Salah qui sert son coéquipier Abdallah El Saed pour le but du 2-1 à la 57e minute. Les Diables Rouges du Congo ne réussiront pas à concrétiser les dernières occasions de ce match. Ils se sont inclinés devant leur public au bonheur des Égyptiens. Nous avions une idée que nous avons respectée. Nous respectons aussi notre adversaire. Nous avons joué en surveillant les points forts de l'adversaire. Nous avons eu beaucoup d'opportunités de marquer spécialement par contre-attaque. Et je pense que ce résultat est juste. Les Diables Rouges devront très vite tourner la page selon le sélectionneur Pierre Lechantre qui pense déjà à la deuxième journée prévue ce 11 novembre en Ouganda. Dans l'autre rencontre du groupe E, le Ghana avait été accroché par l'Ouganda 0-0 le vendredi 7 octobre 2016. Les Pharaons règnent seuls en tête de ce groupe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.